Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être présents, voire fidèles pour certains à cette nouvelle soirée en direct. Je crois que c'est une spécificité. Bon, bien sûr, ce qui n'empêchera pas d'aller voir ensuite sur notre chaîne YouTube le replay. Une première petite pensée un peu triste pour tous les aficionados de Bruno Cremonesi. Comme vous le voyez, c'est pas lui qui présente, mais nous aurons l'occasion de le voir un petit peu tout à l'heure dans une vidéo. Donc ces soirées, malgré les problèmes techniques que nous avons eus les années précédentes, sont en grande partie résolues. Et bon, je résiste pas au plaisir de vous dire que ce sont des réussites, puisque le taux d'incidence calculé nous permet de dire qu'aujourd'hui, ces soirées recueillent entre 1500 jusqu'à 10 000 connexions. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. Et à ce propos, la précédente soirée sur alors la nage, la natation, l'eau, qui s'appelait Je nage donc je suis, a été une des plus plébiscitées. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube la précédente soirée. A été une des plus plébiscitées. Mais d'abord, il faut savoir que ces soirées, comme d'habitude, commencent par l'actu. Donc Actu Snap, qui fait un petit peu le point sur ce qui se passe en ce moment, sachant que cette soirée se situe dans le cadre de la semaine de l'EPS. Chose récurrente maintenant depuis quelques années, c'est ce qu'organise le SNEP pendant une semaine, toujours à peu près à la même période, pour faire valoir et promouvoir et défendre l'éducation physique. Donc, je vous laisse avec l'actu SNEP. Aujourd'hui, tout va dans le sens de ce que réclame le SNEP FSU depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs rapports qui pointent la nécessité d'augmenter le temps de pratique physique pour tous les élèves au regard de tout ce qui se passe sur les constats qui sont faits sur la santé des élèves et sur leur pratique physique. Donc nous, ça renforce l'idée des 4 heures que le SNEP développe depuis 2 ans maintenant. Et l'EPS est bien aujourd'hui le seul lieu de pratique pour toutes et tous les élèves, obligatoire sur toute la scolarité, et pour lesquels le seul enjeu c'est d'augmenter le temps de pratique de l'éducation physique et sportive, puisque on voit bien que les dispositifs qui ont été aujourd'hui proposés sont complètement inopérants sur le terrain. Ouais, donc cette semaine, pour marquer un petit peu cette année de Jeux Olympiques où tout le monde a des grandes idées sur comment développer le sport à l'école de manière générale, nous, au niveau du SNEP, on a lancé une pétition depuis le début de la semaine. Là, ça marque un petit peu la semaine de l'éducation physique et sportive, et on mène une grande campagne depuis le début de l'année sur EPS 2024, parce que c'est effectivement l'année où il faut investir dans l'éducation physique et sportive, et on compte évidemment sur le plus de monde possible pour signer cette pétition qui demande plus de pratique physique pour les élèves, et c'est appuyé depuis plusieurs années. On a rédigé des appels avec des médecins, avec des chercheurs ou avec des sportifs de haut niveau, parce que aujourd'hui tout le monde reconnaît que l'EPS a un rôle central. Donc signer la pétition par papier ou signer la pétition sur le net, c'est possible, et on dit signons-la à des milliers pour que cette cause soit entendue. Là, on arrive en fait au terme d'un certain nombre de discussions, notamment sur la réforme de la voie professionnelle, et c'est la mise en place pour l'année prochaine d'une réforme sur l'année de terminale. En fait, dans ce projet de réforme, c'est moins d'écoles pour les élèves les plus défavorisés. Or, nous, ce qu'on dit et ce qu'on porte, c'est plus et mieux d'écoles, et y compris, et notamment pour les élèves défavorisés, dont on sait que moins d'écoles renforce encore les inégalités sociales. Et donc là, on a un projet de réforme qui enlève sur un global 203 heures sur l'ensemble du cursus, 203 heures de cours, soit 7 semaines de cours, alors qu'on sait que c'est ce qui va renforcer les inégalités scolaires et sociales. Actuellement, y compris dans les annonces de Carole Grandjean d'hier, il y a encore beaucoup de flou sur cette année de terminale. Ce qui est sûr, c'est que on veut envoyer le plus tôt possible des élèves vers l'emploi, mais surtout qu'ils soient adaptable à l'employeur. Or, nous, on a besoin de personnes, d'ouvriers, d'employés qualifiés avec une réelle formation scolaire, et qui sont aussi capables d'entendre tous les enjeux et de comprendre tous les enjeux. Et donc, là,
comme il y a encore, de toute manière, ça ne vient que conforter un projet. Et donc, nous, on appelle à la grève le 12 décembre parce qu'on pense qu'on peut encore gagner sur un certain nombre de points. Et il le faut, car sinon, c'est bien le système de la voie professionnelle à laquelle on tient qui est en danger aujourd'hui. Eh bien, nous allons maintenant rentrer de plein pied dans notre soirée sur la natation. Cette soirée coïncide avec la sortie d'un numéro de contre-pied qui s'appelle Natation. Je rappelle pour ceux et celles qui l'auraient pas vu que nous avions fait dans le cadre du Centre PS et Société un numéro précédemment qui s'appelait Utopiste Nageons. Et donc celui-ci, plus prosaïquement, s'est appelé Natation. Et donc, la soirée est organisée autour des discussions qu'il y a pu y avoir dans le cadre de ce numéro, qui, à mon sens, concerne évidemment tous les enseignants d'éducation physique. Pour démarrer tout de suite, nous avons pensé que il était nécessaire de vous renvoyer quelques chiffres qui sont, c'est pas des chiffres du SNEP particulièrement, c'est des chiffres qui ont été mis dans un rapport de la DGESCO, dans plusieurs rapports, mais il y en a, notamment le dernier. Et je vais donc demander à Claire Pontet, qui est du Centre PS et Société, de les présenter parce qu'ils plantent un petit peu le décor. Et ensuite, je poserai quelques questions à Sylvaine Dubos, du Centre PS et Société aussi, qui a coordonné le numéro. Alors oui, cette enquête des DGESCO, de la DGESCO, donc la direction de l'enseignement scolaire du ministère, est en elle-même un progrès. Je rappelle qu'il y a quelques années, le ministère était dans l'incapacité de donner des chiffres sur la natation, ce que le rapport sur les noyades regrettait d'ailleurs. Et donc, il y a une amélioration grâce à un travail d'enquête académie par académie, donc déjà, saluons ce travail-là. Cette enquête annonce un chiffre un peu surprenant, qui va surprendre plusieurs personnes, puisqu'elle annonce 84% des élèves qui obtiennent la SNS. L'attestation du savoir nager que tout élève doit en principe obtenir à la fin du cycle 3 ou au plus tard au cycle 4. Ce chiffre peut surprendre parce qu'en fait, l'enquête ne concerne pas l'ensemble des collèges. Elle concerne seulement 69% des collèges et donc ça laisse une marge d'erreur très très forte. Donc le 84% d'élèves ayant l'attestation du savoir nager, c'est 84% des élèves des collèges qui ont répondu à l'enquête. Et donc, si on regarde l'ensemble des élèves concernés, on peut constater que c'est environ 50% des élèves de collège. Et si on fait l'hypothèse que les collèges qui n'ont pas répondu, ce sont plutôt les collèges qui ne vont pas à la piscine ou qui ont un très faible taux de réussite à l'attestation du savoir nager, on peut estimer, mais sans pouvoir être sûr, qu'on a plutôt 40 à 45% d'élèves qui obtiennent l'attestation du savoir nager. Donc voilà, c'est pas exactement les 84% annoncés. Donc il y a encore des progrès à faire. Bien sûr, les élèves n'apprennent pas à nager qu'à l'école. Et une autre enquête, celle de l'INGEP et de la direction de l'évaluation et de la prospective, montre qu'il y a seulement 61% des enfants d'ouvriers qui sont considérés comme non nageurs, alors que 86% des enfants de cadres. Et cette enquête montre aussi que l'écart se creuse par la pratique extrascolaire, ce que vient de dire Coralie avant, sur le rôle important de l'école. 82% des adolescents qui sont partis plus de 30 jours en vacances savent bien nager, et seulement 50% de ceux qui sont partis moins de 4 jours. Voilà. Ceci dit, l'enquête du ministère pointe quand même des éléments positifs. La natation en EPS au collège permet un rattrapage très important. Sans l'école, beaucoup d'élèves n'apprendraient pas à nager. Bien, je suppose que, merci Claire, nous aurons l'occasion de rediscuter un peu de ces chiffres tout à l'heure. Donc maintenant, voilà, le contre-pied natation qui vient de sortir, comme tous les contre-pieds, est une opération collective et en même temps très très difficile à coordonner et à mettre en œuvre. Donc toi, tu l'as fait avec Claire aussi qui vient de parler. Alors d'abord,
pourquoi un nouveau contre-pied sur la natation, tu t'expliqueras éventuellement sur les termes, alors qu'on en avait déjà fait un il y a un certain nombre d'années. Alors oui, on s'est posé la question avant de démarrer de décider de ce contre-pied natation. Alors le premier, il est ancien, hein, il a 23 ans. Donc on s'est dit qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui n'étaient pas enseignants quand ce numéro est sorti et que on avait besoin d'une petite piqûre de rappel. Et donc on a suivi la même logique finalement que dans tous les contre-pieds habituels. À travers chaque APSA, on étudie le rapport culture et société. Et puis, au-delà d'assurer sa propre sécurité avec la SNS dont a parlé Claire, il nous semblait intéressant de poser la culture aquatique des jeunes du XXIe siècle. Et puis enfin, apprendre sans négliger les imaginaires, les peurs et les émotions suscitées. Donc, on est vraiment dans la même ligne du premier numéro qui s'appelait Utopiste nageons. Merci. Et donc, bon, pour résumer, et puis peut-être pour donner un petit peu l'eau à la bouche, si je peux m'exprimer ainsi à propos de ce numéro, quelle a été la ligne de conduite et quelle a été un petit peu l'orientation du Centre PS et Société sur ce sujet? Alors, on peut dire que ce numéro est vraiment dans la lignée du précédent, mais il y a 23 ans qui nous séparent de ce premier numéro. Donc Claire en a parlé, l'a évoqué, il y a d'abord eu une conférence de consensus sur le savoir nager, il y a eu le rapport sur les noyades dont elle parle, et puis finalement on se rend compte qu'avec cette attestation, il y a une contradiction entre des apprentissages entre guillemets utilitaires, oui, qui sont importants et dont tous les enfants ont besoin, et puis l'acquisition d'une culture orientation que nous défendons sans négliger des apprentissages utilitaires. Alors, de notre point de vue, la SNS, c'est un progrès, mais ça n'est pas un savoir nager universel. Quid de l'ouverture à diverses activités de natation en lycée, vitesse, natation de fond, sauvetage, tout en ayant fait disparaître des épreuves communes. Donc, en éducation physique, on voit bien que la natation, en tout cas jusqu'au lycée, n'est pas très promue. Est-ce que savoir nager dans une diversité de milieux, c'est possible? Et puis, quel accès ce savoir nager donnerait-il à des activités dans ou sous l'eau? Et à contrario, au lycée, bien souvent, on n'envisage pas d'enseigner des apprentissages de telle manière que les jeunes apprennent vraiment à nager, puisqu'il y a encore beaucoup de non-nageurs au niveau du lycée. Voilà, puis bon, il y a des évolutions sociétales, culturelles importantes depuis plus de 20 ans. Le rapport au corps a changé. Il rentre parfois en contradiction avec le développement des activités nautiques. Il y a la question des dispenses, et en particulier la présence des filles au cycle de natation au-delà de la 5e. Et pourquoi l'enseignement de la natation est-il si faible en lycée? Sans compter toutes les questions qui tournent autour des équipements qui sont en très mauvais état, l'insuffisance des équipements. Bref, et malgré tout, il y a des programmes alternatifs qui sont sortis depuis le dernier numéro et des propositions tout à fait en rupture avec les programmes officiels qui nous semblaient intéressants d'évoquer dans ce numéro. Alors après, ce qu'on y développe dans ce numéro, c'est que comment dire, pour nous avons beaucoup discuté autour des termes de savoir nager, sur lesquels nous ne restons pas, parce qu'il nous semble que savoir nager implique une certaine limite. On saurait nager ou pas. Or, il nous semble que on apprend toujours à nager et à développer nos possibles en natation. Et puis, comment dire, il nous semble que c'est intéressant de varier, de diversifier la nature des pratiques de natation à l'école. Voilà. Et donc, comment dire, il nous semblait que c'était important de répondre, évidemment, dans un premier temps, à la question des noyades. L'école doit jouer son rôle
pour que chacun soit en situation de se baigner dans n'importe quel milieu et nage en sécurité n'importe où. Donc ça, c'est le rôle de l'école. Et encore une fois, il nous semble que l'école est là, et c'est bien pour l'éducation physique qu'elle soit reconnue pour comment dire, attribuer, reconnaître une compétence particulière à des élèves qui est reconnue sur tout le territoire, mais ça ne peut pas suffire. Et donc, dans notre numéro de contre-pied, nous développons l'idée que, avec par exemple un article d'Alain Catteau, que nous défendons l'idée de apprendre la nage, c'est-à-dire tous les principes qu'il faut maîtriser pour pouvoir nager dans des milieux différents et dans des postures sur le dos, sur le ventre, sous l'eau, sur l'eau, etc. Et donc nous apprenons donc des principes. Ce qui a débouché les propositions sur sur les programmes alternatifs, sur cette idée que nager longtemps en crawl, parce que le crawl c'est une nage qui pose tous les problèmes de la natation, devrait permettre à tous les élèves d'être vraiment très à l'aise dans l'eau. C'est le choix que nous avons fait dans le cadre des programmes alternatifs. Et donc, par exemple, Christopher, qui va intervenir après, nous montre que on peut très bien, en 6e, surtout si on fait des choix de cycle très longs sur l'année, satisfaire à des utilités, une utilité publique que d'apprendre à nager, savoir en toute sécurité, mais qu'on peut aussi dépasser cette SNS pour nager et apprendre à nager longtemps. Voilà. Et puis dans ce numéro, bien sûr, nous parlons des questions des dispenses, la question évidemment de la défaillance des lieux, de l'état très très mauvais des piscines et surtout leur insuffisance en grand nombre, et les conditions d'enseignement qui sont difficiles. Voilà. Merci voilà Sylvaine. Ce numéro. Merci Sylvaine pour cette présentation assez exhaustive. On y reviendra sur tous ces sujets que tu viens d'évoquer. Et donc je me tourne vers Christopher qui va se présenter et qui a fait donc dans notre numéro là ce qu'on appelle un compte rendu de pratique, c'est-à-dire à un moment donné donner à voir comment se passent les choses concrètement pour un enseignant d'éducation physique. Et donc la première question après peut-être présentée, auquel tu pourras peut-être répondre, j'espère, c'est finalement quelle est la première organisation. Enfin, les questions organisationnelles sont quand même déterminantes en EPS, en natation peut-être plus qu'ailleurs. Comment vous vous êtes organisé dans ton établissement? Comment vous avez fonctionné pour finalement mettre en œuvre ce que tu vas nous expliquer par la suite? Très bien. Merci pour votre invitation. Donc Christopher Vettori, je suis aujourd'hui à l'UFR STAPS de Nantes pour enseigner prioritairement la natation. Et donc j'ai quitté au mois de juin 2022, donc l'an passé, Villiers-le-Bel, où j'avais passé 13 ans. Et donc le compte rendu de pratique, c'est le fruit de 13 ans de travail à Villiers-le-Bel. Je suis arrivé là-bas en 2009. À ce moment-là, je vais être assez long sur cette question parce que je trouve que elle est très importante et elle montre à mon sens que on peut développer des trésors de pédagogie si on ne pose pas structurellement les moyens de les mettre en œuvre. On ne peut pas aboutir à des résultats satisfaisants. En 2009, donc, on avait une petite piscine tournesol, comme on est nombreux à les connaître. On était dans un dispositif cœur de cible, c'était sous Nicolas Sarkozy. Et donc, on avait entre 17 et 21 élèves. On est en éducation prioritaire, ce qui, à mes yeux, donnait du sens quand même au terme prioritaire, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui. Mais donc on faisait déjà de la natation à l'année, mais on était un enseignant pour une classe. C'était relativement difficile parce que avec ce public, on avait des élèves qui déménagent souvent, parfois du fait soit parce qu'ils arrivent sur le territoire français, soit parce que il y a des changements d'attribution de logements sociaux, etc. Et donc des élèves qui n'avaient pas vécu d'enseignement en primaire, certains qui n'avaient jamais nagé. Et donc on s'est appuyé un petit peu, de manière un petit peu audacieuse, sur une circulaire qui était abrogée, la circulaire de 2004, qui à l'époque fixait un maximum de 12 élèves s'il y avait un non-nageur dans le groupe, en disant qui peut le plus peut le moins. Effectivement, en 2007, la natation, elle est quand même régulièrement retoquée sur ces questions de sécurité. Il y a des circulaires, on en a quand même connu un nombre important ces dernières années. Et donc en 2007, on est passé sur les 5 mètres carrés. On a
à mon sens, reculé beaucoup au niveau réglementaire. Mais donc nous, on avait dit à notre chef d'établissement, voilà, écoutez, le texte précédent, il fixait ça. Hein. On considère que vu les conditions dans lesquelles sont nos élèves, il faut qu'on se donne les moyens de faire ça. Et de là, on a réussi à obtenir de mettre 2 enseignants par classe pour mener l'enseignement à l'année de la natation. On était aussi dans une époque où voilà, on essayait, ça avait du sens de dire dans l'éducation prioritaire, on continue, on essaye d'aller plus loin que ce qui se fait d'ordinaire. Donc on a mis en place ce système-là. Ça me permet de faire ce passage sur le réglementaire me permet de faire une petite incise sur la question, parce qu'on est dans un cadre syndical et pour moi ça a beaucoup de sens, sur l'enjeu majeur de la question de peser sur la fabrique de la loi. Il y a, et c'est fait par le SNEP auprès du ministère, auprès des députés, auprès des programmes au moment des élections. Et après, nous, charge à nous, entre guillemets, en tant que professionnels et moi en tant que militant, de nous saisir de ces textes. Et à cette époque-là, on avait des textes sur lesquels s'appuyer pour construire des choses ambitieuses. Et je pense que c'est pour ça que ce texte a été assez vite retoqué, c'est qu'il posait des conditions quand même qui étaient largement contraignantes, mais qui étaient de nature à permettre aux élèves d'apprendre à nager. En 2015, notre piscine tournesol, qui était vétuste, a été démolie. On a eu un nouveau bassin qui est arrivé, donc un grand bassin 6 lignes, grande profondeur, plus un bassin d'apprentissage à côté. Ça n'a pas été remis en cause. D'accord. À cette occasion, on a juste augmenté, c'est-à-dire qu'on est venu à 2 classes plus 3 enseignants. Alors, on perd un petit peu en qualité d'encadrement par rapport à 2 enseignants pour une classe, mais il faut voir que dans le même temps, il y avait eu des progrès qui avaient été faits sur le primaire, sur les projets pédagogiques qui avaient été mis en place avec les écoles primaires, et qu'on avait des élèves qui quand même commençaient à avoir des niveaux supérieurs à ce qu'on a connu, ce qu'on connaissait dans les années de 2010. Donc là, il y a eu l'enjeu dans les dotations, présenter ça au conseil d'administration, hein, le faire valoir auprès des collègues, auprès des parents, auprès des chefs d'établissement. Il y avait l'enjeu aussi effectivement de tenir l'espace en lien avec les maîtres nageurs et les directeurs de piscine. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Hein. Il y a une dimension humaine qui joue de manière très importante. Peut-être je suis trop long, je fais un tunnel. Non, mais je voulais juste me faire la réflexion en me disant que finalement, ce que tu dis montre que la natation c'est un sport de combat, parce que bon, il y a des contraintes sur lesquelles, voilà, et on pourrait donner cet exemple dans d'autres disciplines, mais celle-là particulièrement parce qu'il y a les installations qui demandent un certain nombre de choses, et surtout l'attention aux élèves dans un contexte particulier où ils sont dans l'eau, qui demande que, bon, quand on a une classe de 35 élèves, c'est guère faisable. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, puisque nous aurons un moment consacré aux conditions d'exercice. Je voulais te questionner. Donc tout ça, finalement, ça aboutit à quel contenu concret? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qu'apprennent les élèves dans le dispositif que vous avez mis en place? Est-ce que je peux juste poursuivre sur deux, trois informations qui me semblent vraiment essentielles. Je vais essayer d'être bref. Donc il y a cette dimension humaine. Il me semble que il y a la relation à mettre en place avec les MNS et les directeurs. C'est 2 professions qui travaillent régulièrement ensemble. Et là, il y a beaucoup à construire pour faire en sorte d'avoir des créneaux et de faire comprendre que c'est la fréquentation de demain de la piscine. Aujourd'hui, les piscines elles rencontrent des problèmes de fréquentation depuis le Covid et depuis la baisse des températures des piscines. On avait un avantage, on avait des vacations pas chères, et là aussi il y a un travail à faire avec les élus, avec l'intercommunalité ou la municipalité pour faire valoir l'enjeu de santé publique, pour que politiquement les élus s'engagent également. Et puis donc pour conclure, ça a fait tache d'huile. C'est-à-dire que les collèges voisins ont adopté la même organisation. Pourquoi ? Ils y ont vu l'intérêt pédagogiquement et pour les élèves. Ça intéressait aussi la piscine. Faut se mettre des fois de leur côté aussi. Organiser un bassin, la surveillance d'un bassin, lorsque ce sont le secondaire, c'est moins de maîtres nageurs que pour le primaire où il y a un taux d'encadrement beaucoup plus important, les maîtres nageurs interviennent. Et donc finalement, ça leur permettait de faire des demi-journées collège, des demi-journées primaires. Et donc on a joué sur cet avantage-là. Donc je pense que c'est intéressant pour les collègues aussi qui veulent faire développer la natation de connaître cet élément-là. Et enfin, dernier point, et après je réponds à ta question, je m'excuse.
tous les collègues, parce qu'à Villiers-le-Bel, comme on est en éducation prioritaire, il y a un turnover important. Tous les jeunes collègues qui sont arrivés ont toujours dit, mais c'est incroyable, ces conditions de travail, et y compris même s'ils étaient très éloignés par leur formation initiale ou leur spécialité de la natation, prenaient plaisir, progressaient et s'épanouissaient en faisant progresser les élèves. Donc il y a un enjeu pour tous, en fait, pour la profession et pour les élèves, à essayer d'augmenter la durée des cycles et de trouver des moyens humains plus importants dans les piscines. Oui, donc tu peux passer maintenant à Et donc je passe Non, c'était très intéressant parce que je te dis, ça fera écho avec des choses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Mais voilà. Alors donc concrètement, sur quoi ça a débouché en termes d'apprentissage et en termes de résultats? Concrètement, en fait, le fait de se donner l'année, ça permet effectivement de ne pas faire de l'attestation de savoir nager le point d'arrivée, le seul point visé. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est que les groupes non nageurs avaient donc on faisait le savoir nager, mais la finalité, c'est le 50 mètres de nage. Et en fait, le travail du 50 mètres de nage intègre des éléments du savoir nager. Et donc, en fait, il y a une forme d'imbrication de ces deux visées qui permettent de se servir l'une l'autre avec, on l'explique dans l'article, le Koh-Lanta, enfin des petites boucles qui amènent une dimension autre, mais on y reviendra peut-être plus tard sur le savoir nager en lui-même. Les groupes nageurs, eux, on les oriente vers un 75 mètres 3 nages. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi la visée de leur faire découvrir culturellement effectivement ce que c'est que la natation. Et puis il y avait une AS aussi, et donc on voulait faire découvrir la natation en EPS pour les amener à l'AS. On en a parlé tout à l'heure, ceux qui font de l'extrascolaire savent mieux nager, donc ça avait du sens de faire ça. Et après le 75 mètres 3 nages, on mettait en place un 6 minutes, une évaluation sur 6 minutes. Et en fin d'année, souvent, c'était une initiation au sauvetage. Donc, on voit que ça nous permet, sur les panels de niveau et sur une année complète, de développer un nombre de compétences importants, variés, et en lien avec la culture de l'activité. Oui, donc vous avez fait la démonstration qu'un cycle long, alors a fortiori pour la natation, mais sans doute valable pour d'autres activités, est quelque chose qu'aujourd'hui qui est un élément qui permet à l'éducation physique sans doute d'aller vers du plus et mieux d'éducation physique. Donc en termes de résultats par rapport à la SNS, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, les élèves qui sont dans votre dispositif, comment vous délivrez, en gros, comment vous délivrez l'attestation? Alors, ce qu'on faisait, alors pour les groupes de nageurs, en général, on a tendance à les faire passer plutôt d'un bloc. Par contre, comme je l'explique dans l'article, moi, je prenais en charge le groupe non nageur. Et sur ce groupe non nageur, en revanche, je faisais passer, à la fois quand les élèves étaient volontaires, à la fois quand je les sentais capables, 1 à 2 élèves par séance. Ça permet de faire visualiser le test à tous. Ça permet de donner plusieurs opportunités de passer le test si on a échoué, donc de relativiser l'échec. Et puis de le dédramatiser aussi. Donc la manière de le faire, c'était vraiment échelonné de cette façon-là. Et puis voilà, d'un commun accord. Quand je sens que l'élève, il m'a fait une bonne séance, ce jour-là, il est en forme, je l'interroge, est-ce que tu veux passer aujourd'hui? Et donc on essaie de saisir la balle au bon aussi un peu. D'accord. Et donc en termes de résultats, vous avez c'est pas quantifié. En termes de résultats, si et je sais que les collègues continuent de tenir à jour, on fait un cloud où on met nos résultats. On arrive, ce qui pour la catégorie de notre collège est assez étonnant, sur un peu les chiffres que tu annonçais tout à l'heure, Claire. On est entre 80 et 85% selon les années de réussite. Et donc on voit bien aussi, malgré ça, malgré un cycle long, qu'on a une partie mince d'élèves qui parvient pas malgré tout et pour lesquels il faudrait finalement encore peut-être plus de temps et peut-être des conditions humaines encore plus favorables. D'où la question de la démocratisation, de l'accès de tous. Voilà. Bien. Écoute, je te remercie beaucoup de ce témoignage et de ce compte rendu parce que je pense qu'effectivement ça parle à tout le monde. On imagine bien quand on se positionne sur est-ce qu'on peut, à partir du moment où on peut enseigner la natation en collège, comment il faut déployer des moyens pour finalement que ça soit pas quelque chose qui soit fait au rabais. Et donc ça c'est extrêmement intéressant pour nous. Écoutez, je vous propose un petit intermède.
avant de passer au plateau suivant, puisque ensuite nous allons aborder un petit peu les éléments de controverse possibles autour de la SNS, mais aussi sur les sujets comme les dispenses, etc. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 3 minutes. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Non mais, c'est parce que je rebondis comme ça, dans l'eau, c'est vachement agréable. Non mais attends, je m'y remets. C'est juste parce que ça me donnait la sensation de voler. Tu devrais essayer. Tais-toi, d'accord? T'as un cul, tu vois, je vais te foutre dehors, ce qui me fait chier, toi. Tu dis je vais me foutre dehors, mais on est déjà dehors en fait. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi? Non attends, non par contre lui c'est mon fils. Hein. Il a le droit de jouer, il est pas dans la ligne de nage hein, d'ailleurs. Il s'entraîne pas en fait. D'ailleurs c'est marrant parce que il s'appelle Lucas. Et moi c'est Philippe. C'est comme toi Philippe Lucas. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Non mais je te jure, non, mais je m'y remets. Je m'y remets. Excuse-moi. Prends 24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Ah, je viens de comprendre. Non mais, moi je prépare pas les jeux. Je fais juste le triathlon de Villebecq. Non, je te disais, je prépare juste le triathlon de Villebecq. C'est pour ça que je te trouvais vachement exigeant, mais en fait c'est pas les jeux. Je te trouve dur quand même. Là, tu recommences, parce que t'as peur d'avoir mal. Ouais, c'est vrai. Là, tu touches un point sensible. T'es un loser, t'es une trompette. Le bonnet, je comprends pas. Un loser ou un lover? C'est un loser. Un loser. Un loser lover. Quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Ouais, quand même. Ouais, remarque, vas-y. Ouais, ouais remarque. Ça peut marcher. Je teste. Ah. Et ça marche, hein? J'ai fait 40 sur celui-là. Bien, après ce petit intermède humoristique, on va donc démarrer un peu la discussion avec le plateau là que vous voyez ici. Je vais commencer avec Laurent Fouchard qui se présentera, mais qui est formateur notamment et qui a été, comme on peut le dire, au cœur du réacteur sur la question de la mise en place de l'attestation du savoir nager en sécurité, donc la SNS. Et donc la première question que je voulais te poser, c'est bon, on te la pose beaucoup en ce moment. Je vois que tu tournes un petit peu partout, mais c'est quand même intéressant de savoir finalement comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Bon, on a vécu toute une période sans ça. Aujourd'hui, on a ce test. Qu'est-ce que finalement vous avez voulu y mettre? Quel est son intérêt? Et voilà. Que tout le monde soit un petit peu au courant de cette chose-là qui ne vient pas comme ça de rien. Bonsoir à tous, bonsoir Christian, bonsoir mesdames. Donc je me présente rapidement, donc Laurent Fouchard, je suis enseignant de PS évidemment. Alors moi j'ai travaillé, je rebondis sur les propos du collègue tout à l'heure, j'ai travaillé plus de 25 ans dans le 93 en collège, hein, et donc les expériences relatées m'ont fait penser à tous les souvenirs que j'ai avec mes élèves. Et puis maintenant, je suis formateur à l'INSPE de Créteil depuis un certain nombre d'années. Et donc, je travaille beaucoup sur ce dossier-là. Alors, depuis, je suis enseignant, hein, on est bien d'accord. Alors, la genèse de cette attestation du savoir nager en sécurité, en fait, c'est une genèse qui émane d'un constat qui a été fait professionnellement sur, d'une part, des élèves non nageurs, ça on le sait tous, hein, et c'est pas une nouveauté, et d'autre part, un questionnement professionnel autour de l'identification très claire de ce qu'on doit attendre, de ce que l'école doit apporter d'un point de vue donc des incontournables, je dirais, sécuritaires dans sa mission de service public, avec des enfants qui au cours de leur passage à l'école, mais de leur vie aussi en dehors de l'école, ont été confrontés à la piscine avec différents acteurs, des acteurs institutionnels que sont l'éducation nationale, des acteurs sportifs que sont les maîtres nageurs, que sont les clubs, et des acteurs associatifs au regard des différentes pratiques qu'on peut faire dans le milieu aquatique, que ce soit au milieu extérieur ou au milieu intérieur. Et donc, au regard de ces enfants et au regard des parents,
pendant un certain nombre d'années, et moi j'en ai souffert en tant que professionnel, un discours compliqué avec une multitude de référentiels, avec une période que moi j'ai connue en tant qu'enseignant de PS, où des enfants qui partaient en centre d'accueil pour mineurs, type colonie de vacances, apprenaient à nager au collège, mais n'avaient pas la possibilité d'avoir un diplôme pour pouvoir ensuite l'utiliser à l'extérieur, avec des référentiels dans les clubs, aussi bien au niveau de la Fédération française de natation que dans le milieu associatif, des référentiels complètement différents. Donc, un manque de, je dirais, d'organisation et de regard communautaire autour de cette tentative, cette volonté de définir le minimum, on va dire, sécuritaire pour qu'on puisse garantir dans un milieu stabilisé, on est bien d'accord, surveillé, piscine, plan d'eau calme, etc., de compétences qui attestent d'une maîtrise sécuritaire. Voilà. Et donc à partir de ça, une évolution donc à travers dans un premier temps en 2015 la création de l'attestation de savoir nager, tout simplement, hein, avec cette volonté d'uniformiser les différents acteurs, aussi bien acteurs d'éducation nationale que maîtres nageurs, en partenariat avec l'institution, le ministère des Sports, donc travail interministériel. Et ensuite mise en place de cette attestation. Et puis derrière, l'épisode du Covid, etc., qui a quand même un peu perturbé. On en a parlé tout à l'heure, conférence de consensus autour de la problématique de la sécurité en natation et dans le milieu aquatique, on est bien d'accord, et pas autour du savoir nager. Conférence de consensus sur cette logique de sensibilisation des familles et des enfants sur la thématique de l'aisance aquatique. Et donc, depuis maintenant mars 2022, évolution donc de l'attestation du savoir nager qui est passée à attestation du savoir nager en sécurité, à la fois pour toujours clarifier cette volonté d'avoir un discours uniforme quels que soient les acteurs, donc attestation délivrée par les enseignants de PS, attestation qui peut être délivrée par les maîtres nageurs aussi, qui peut être délivrée par les professeurs des écoles, travail collaboratif avec la Fédération française de natation pour uniformiser le contenu entre le sauvetage et l'attestation du savoir nager en sécurité, de manière à ce que les enfants puissent s'y retrouver, tout simplement. Moi, j'ai le souvenir d'être jeune enseignant et de ne pouvoir délivrer une attestation que parce que j'étais maître nageur. Voilà. Donc, mon métier de prof de PS, il n'était pas reconnu à l'extérieur. Depuis que l'attestation de savoir nager a été créée en 2015, ma réalité professionnelle sert, et j'en suis intimement convaincu et surtout très content, sert à une réelle utilité en dehors de ce qui va se passer dans le cadre des cours. Donc les élèves, ils sortent avec ce sésame, entre guillemets, hein, qui est surtout pas une fin en soi, et ça a été évoqué tout à l'heure, et je partage complètement cet avis, pour pouvoir, entre guillemets, attester d'une logique sécuritaire. Voilà. Donc l'idée, elle est vraiment là-dessus, et cette volonté d'avoir tous les acteurs autour de la table, ce qui s'est passé sur les différents temps d'échanges qu'on a pu avoir depuis une dizaine d'années, qui ont conduit donc à la formulation de cette attestation qui a bien sûr, j'en ai déjà parlé, forcément des limites, et qui, je le répète, n'est pas une fin en soi. Je rebondis juste sur ce qui a été dit tout à l'heure. Pour moi, une EPS réussie d'un point de vue natatoire, c'est évidemment une EPS qui va permettre aux enfants d'attester de cette sécurité, mais pas que pour faire la natation. Moi, je pense que c'est surtout la découverte de toutes les activités aquatiques. Et donc, sortir de l'attestation de savoir nager scolaire pour faire du water polo, du sauvetage, du plongeon, de la nade synchro, de la plongée sous-marine, de la voile, du kayak, etc. Pour moi, c'est ça l'utilité de l'EPS. Voilà. Et pourtant, je connais bien la natation et je suis aussi ravi de l'enseigner. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se limiter uniquement à la natation, et c'est vraiment cette ouverture des activités aquatiques qui, à mon sens, va permettre aux enfants d'avoir une vie scolaire et surtout une vie post-scolaire dans le milieu aquatique la plus intéressante possible. Voilà, j'essaie d'être court. Oui, très bien. Non, mais j'ai juste une deuxième question qui est pas une question piège, mais qui peut s'y apparenter. Non, on voit bien que dans le langage qui est en train de se mettre en place en éducation physique, on raccourcit le savoir nager en sécurité au savoir nager. On dit, j'ai l'attestation ou je vais faire passer l'attestation de savoir nager. Alors, la question que je te pose, c'est est-ce que, après, quelqu'un qui a qui a la SNS, est-ce qu'il sait nager? Alors, la réponse, moi, je la fais d'un point de vue de mon expérience professionnelle. Moi, quand je délivre cette attestation, j'ai l'intime conviction professionnelle que l'enfant, l'adolescent qui a validé va être en sécurité dans un milieu défini. Qu'on soit bien d'accord. Stable. C'est-à-dire une piscine, un espace surveillé extérieur, etc. Je n'engagerai pas
un enfant dans un milieu perturbé, avec 1 mètre de vague, 3 nœuds de courant, ou voilà, des conditions qui sont complexes pour des nageurs aussi, hein, pour des nageurs. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on borne. Alors pourquoi moi je pense que c'est important de borner et de définir ça, c'est que ça va permettre aux enfants d'avoir un repère déjà, mais surtout aussi aux parents. Voilà, moi je rencontre beaucoup de parents qui ont le sentiment que leurs enfants savent nager parce qu'ils nagent sous l'eau, ou parce qu'ils nagent au bord, voilà, ou parce que ils nagent mais quand il fait beau, quand l'eau est chaude, etc., etc. Donc la représentation du savoir nager et de la sécurité qui va avec est parfois complexe chez les parents. Et donc je pense que l'intérêt de cette attestation, et en tout cas de ce repérage, se justifie pour moi au regard de l'aspect éducatif qu'on peut apporter aux parents en leur donnant des repères concrets. Voilà, qui ont leurs limites, on est bien d'accord, hein, et qui n'engageraient pas la sécurité d'un gamin dans un milieu très perturbé et très complexe. Très bien. Mais écoute, je te remercie de ta présentation, et donc je me tourne tout de suite vers Éric Donat, là, qui fait partie du secteur éducation là du SNEP, et on a pensé que c'était intéressant d'évoquer la question des tests de façon plus générale. Parce que des tests, il n'en existe pas que en natation, on en a vécu dans d'autres disciplines. Et puis bon, le principe même des tests, il existe aujourd'hui dans l'école à d'autres niveaux. Donc la question qui était toute simple que je te pose, c'est finalement les tests, intérêt, limite, précaution. Voilà, comment dans le cadre de ta réflexion sur le sujet, tu investigues ces questions à la fois des obstacles, des limites, mais aussi de l'intérêt des tests en général. Oui, bonjour à toutes, à tous. Merci Christian. C'est une question complexe, hein. C'est un sujet qui est assez vaste. Et déjà, on peut commencer en disant que la question des tests, même si avec les annonces d'Emmanuel Macron sur le déploiement de tests à la rentrée prochaine en classe de 6e, elle revient sur le devant de la scène. C'est une question qui n'est pas nouvelle. C'est une question qui est ancienne, mais qui néanmoins aujourd'hui prend une certaine importance. L'enjeu des tests, il y a un certain intérêt, hein. Laurent l'a évoqué, l'idée de pouvoir dresser des constats, l'idée de pouvoir parler à un moment un langage commun. Il y a des vrais intérêts. Et ces intérêts-là, on peut les poser quand même à l'aune de l'actualité. On voit les questions de sédentarité qui se posent aujourd'hui. On voit les questions d'inégalité en termes d'accès social aux pratiques, en termes d'accès de genre aux pratiques. Donc, toutes ces questions-là, les tests, c'est quand même des éléments qui peuvent nous permettre à un instant T de définir le niveau de culture sportive et artistique d'une population donnée, d'une cohorte donnée. C'est aussi, je pense, un enjeu pour les enseignants de PS, parce qu'on voit, par exemple, sur la question de la sédentarité, sur les questions de sportivité, que finalement, c'est pas tellement les enseignants de PS qui sont des référents. On voit des cardiologues, on voit tout un tas d'autres acteurs qui sont questionnés. Et donc, du coup, nous, les tests, ça peut être un moment, l'idée de repositionner les enseignants de PS comme les acteurs spécifiques qui sont capables de dresser un bilan sur qu'est-ce que est capable de faire un élève à un instant T. Maintenant, il y a quand même des limites qui sont certaines. On voit le développement institutionnel aujourd'hui, tel que sont proposés les tests, notamment par exemple sur l'Académie de Créteil. On va sur des tâches assez fermées, assez simples, souvent pour des questions de reproductibilité, de lisibilité des résultats, et on va aller chercher des données quantitatives qui sont facilement accessibles, facilement lisibles, et sur lesquelles finalement il n'y a pas besoin d'une réelle expertise professionnelle pour aller interpréter les données. Donc ça, ce type de test, on peut pas faire abstraction du contexte. Et le contexte actuel, finalement, il génère ce type de test et il instrumentalise aussi un petit peu la fonction de ces tests. Donc, le contexte, on peut dire qu'on est dans un schéma actuellement quand même avec deux caractéristiques fortes. Premièrement, une contraction des services publics, et deuxièmement, ça va de pair, mais un affaissement de la formation initiale et de la formation continue des enseignants. Et donc ces deux éléments-là, ils viennent percuter la question des tests. Et on peut se poser la question, ça a été évoqué d'ailleurs en filigrane et par Laurent de manière assez explicite, est-ce que les tests, par exemple celui de la SNS, mais les tests au sens large, est-ce qu'ils constituent un point d'entrée ou est-ce qu'ils constituent un but à atteindre finalement pour l'enseignant de PS? Et là, on voit que
avec une formation qui s'effondre, eh ben ça peut être compliqué pour les enseignants. Est-ce que le test il nous permet de planifier un enseignement ou est-ce qu'il vient permettre de délimiter en réalité tout un tas de choses à étudier? Est-ce qu'il permet de construire une séquence sur un temps long, comme ça a été évoqué, l'enjeu du temps long, ou est-ce que le test il vient finalement prescrire une succession de tâches qu'il faudrait enseigner pour pouvoir permettre aux élèves de réussir? Et finalement, est-ce que le test il permet de réguler l'activité d'enseignement, l'activité d'apprentissage des élèves, ou est-ce que le test il vient un petit peu normer toute cette activité-là? Et là, on voit qu'on a des tensions qui finalement peuvent constituer des limites. Et de ce point de vue-là, bon, ça a été dit, la SNS, c'est quelque chose qui a présenté un intérêt, mais qui comporte aussi des limites avec cette étude de la DGESCO dont tu parlais, et où finalement, on n'a que 30% des établissements qui font passer la SNS en 6e, qui poursuivent ensuite l'enseignement de la natation. Et ça montre bien que finalement, dans la plupart des cas, peut-être 70% des cas, le test, la SNS, devient une finalité en soi, et une fois qu'elle a été validée, on ne continue pas sur des savoirs un peu plus ambitieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on enseigne la nage au sens large, tel que tu l'as dit Laurent? Est-ce qu'on enseigne la natation ou est-ce qu'on enseigne le test? Là, on voit bien qu'il y a des tensions et par rapport à ça, il ne s'agit pas de culpabiliser la profession ni les enseignants. On l'a vu, ça a été bien expliqué. Aller sur des conditions d'études ambitieuses, ça nécessite de créer du rapport de force finalement, parce que il y a une contrainte temporelle, il y a une contrainte institutionnelle, il y a les compétences aussi des équipes. Et donc, il ne s'agit pas de culpabiliser les collègues qui font aussi comme ils peuvent sur le terrain. On peut voir une autre limite, le test aussi dans l'idée de l'école au sens large qui est proposée actuellement. Ça devient un outil de sélection, voire parfois ça peut devenir un outil de ségrégation. Les tests, ils sont conçus comme se voulant, comme se revendiquant finalement assez objectif. Néanmoins, le choix du test, la construction du test, ça embarque de la subjectivité et ça embarque des partis pris. Et si on part du principe que le test il est vraiment objectif, en réalité, on peut commencer à naturaliser les résultats, à projeter des choses assez objectives sur les élèves, alors qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Ça a été dit pour la natation, en fonction des milieux sociaux d'origine, on voit que la capacité à construire des compétences, c'est pas du tout la même parce que l'accès aux vacances scolaires s'est développé dans le contre-pied, l'accès aux activités natatoires n'est pas les mêmes. Et le problème vient derrière quand, sur la base de ces résultats de test, on commence à développer une école qui peut commencer à sélectionner et qui peut commencer à orienter sur les résultats de ces tests-là. De même, sur un pilotage un petit peu comme on voit actuellement, sur un pilotage par les objectifs, on voit bien que ces tests peuvent devenir un indicateur qui permet d'attribuer ou pas des objectifs et des moyens aux différentes institutions scolaires, aux différents établissements, et donc qui peuvent venir évacuer encore une fois des questions sociales, des questions culturelles, d'implantation des établissements, et faire qu'on pilote les établissements par les objectifs via ces tests-là. Écoute, je te remercie de toutes ces réflexions. En fait, si pour résumer, c'est pas pour résumer, mais si je comprends bien, tu plaides pour remettre les tests si tests il y a de les mettre à leur juste place, parce que le contexte dans lequel politique, notamment dans lequel on est, peut amener à ce que cette utilisation soit problématique à terme pour l'école. C'est vrai pour tout type de tests, que ça soit pour la natation parce que là c'est le sujet, mais que ça soit dans d'autres secteurs ou dans d'autres activités. Toi, qui est un peu aussi spécialiste du demi-fond, est-ce que dans les tests qui ont existé ou qui ont été proposés, tu as pu observer là aussi intérêts et limites des choses telles qu'elles ont été faites dans le cadre de l'éducation physique? Ah oui, spécialiste de demi-fond, en tout cas, j'ai travaillé un petit peu la question du demi-fond et c'est vrai que c'est un bon exemple sur cette idée des tâches un petit peu fermées, reproductibles, où on vient récolter des données quantitatives. On a vu dans le système scolaire une appétence forte pour les enseignants dans l'enseignement du demi-fond, d'aller justement d'entrer par cette fameuse notion de VMA avec toutes les limites qu'elle a et d'organiser pendant longtemps, et c'est encore le cas, d'organiser des séquences entières de demi-fond autour de ce test initial de VMA avec toutes les limites qu'il a.
on voit bien que c'est compliqué. Et là, c'est un bon exemple parce que le test VMA, on va dire que c'est par définition quelque chose d'objectif, alors qu'en réalité, il encapsule, il embarque avec lui tout un tas de données. On voit bien que le niveau de sportivité initiale de nos élèves, l'accès au club, l'accès voilà, à des pratiques un peu de compétitives, elles vont directement impacter les résultats du test. Et là, bah, les questions sociales, les questions de genre, elles sont décisives. Et en même temps, quand on se centre sur cette question du test, c'est des choses qu'on a eu l'occasion de développer, notamment dans les programmes alternatifs. Quand on se centre sur les questions du test et sur les questions de la VMA, on évacue en réalité un petit peu la dimension culturelle, un peu anthropologique aussi du demi-fond, qui est ce jeu de confrontation à l'autre et qui est centré autour d'apprentissage et de savoir, autour de la course en peloton, de la notion de lèvre, de la notion de train, de la notion d'attaque. Et on voit là qu'on a finalement deux dispositifs de conception de nos séquences de demi-fond, deux approches du demi-fond qui différencient en fonction de la manière dont on va rentrer dans la séquence, à savoir si on va rentrer plutôt par un test ou plutôt par une approche un peu plus culturelle et anthropologique de l'APSA. D'accord. Donc, on a voulu faire un petit pas de côté par rapport à la natation, là, pour évoquer la question plus globale et plus générale des tests à l'école et en éducation physique. Mais je vais maintenant me tourner directement vers Nathalie François, qui est secrétaire nationale du SNEP. Et la question donc a été évoquée par un petit peu tout le monde et il faut pas qu'on aborde les questions là particulièrement de la natation indépendamment du contexte et indépendamment des conditions dans lesquelles tout ça se fait. Alors le SNEP est particulièrement attentif à tout ça et donc je voulais te demander, en tout cas que tu livres à tous ceux qui nous écoutent le point de vue qui est adopté par le SNEP sur ces questions-là, quel bilan et quelle perspective. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, je voulais déjà commencer par les conditions d'enseignement parce que c'est ce qui va déterminer le choix d'intégrer ou pas une pratique dans notre programmation déjà, parce qu'en fait, c'est essentiel de savoir ce qu'on va enseigner et comment on fait pour mieux enseigner. Donc vraiment, on a ce parti pris, en tout cas au secteur équipement, mais avec le groupe éducatif aussi au SNEP, de travailler vraiment ces questions-là. Donc je vais balayer très rapidement à partir de la lecture des textes réglementaires depuis 65, parce que bon, je suis pas remonté avant, parce que voilà, voir comment en fait l'institution, au travers de ces textes, a largement contribué à diminuer l'ambition d'apprendre à nager au profit d'un savoir sécuritaire ou utilitaire, etc. Ce que vous avez dit, finalement, maintenant, on s'arrête peut-être juste à la fin du test et on n'a pas le temps de faire autre chose, quoi. Voilà. Donc ça commence en 65. On était au ministère des Sports aussi. Il y a ces choses-là à voir. Où là, on avait un chiffre clé. Il y avait 16 élèves maximum dès qu'on avait des débutants dans le groupe. 2004, donc c'est très long, 35 ans après. On est passé à l'éducation nationale. Il y a eu une actualisation des programmes et effectivement, c'est une circulaire qui a été, j'allais dire, très très favorable pour nous, quoi. Là, on avait, donc Christopher en a parlé tout à l'heure. Notamment, il y avait cette notion de mètre carré élève, etc. Et qui fait que pour nous, ça a été vraiment un point d'appui. Alors, il y a eu quand même pour la première fois, il a été question du savoir nager, alors bon, on peut discuter du terme exact, etc. Mais en tout cas, pour nous, ça a été un point d'appui parce que du coup, ça a permis de dire, en fonction du niveau que tu as ou d'autonomie, etc., il y avait des groupes de 12, de 15 ou voire jusqu'à 30, mais avec 7 mètres carrés. Et ça, c'est vraiment essentiel pour apprendre. Alors, juste pour vous dire, 7 mètres carrés, c'est 8 élèves dans l'eau, maximum. Là, aujourd'hui, on est à 5 mètres carrés, on est à 12, quoi. Donc, juste pour que vous voyez une image, donc soit on fait la chenille, soit on apprend à nager, quoi. Voilà. Et en fait, tout se dégrade en 2010 avec la nouvelle circulaire. Et ironie du sort, elle est signée par le DGESCO qui s'appelle Jean-Michel Blanquer. Je dis comme ça fait du bien de le dire. Voilà, donc la dégradation commence et là en fait on se remet au local, c'est-à-dire qu'il y a plus de taux d'encadrement. C'est les établissements
qui vont devoir se débrouiller pour organiser. Et là, du coup, c'est une organisation qui est complexe. Alors même s'ils disent qu'il faut faire attention, etc., on voit bien que là, on est mis en difficulté. Parallèlement, c'est aussi le début de l'accompagnement éducatif. Vous voyez, il y a tout un cheminement. Bon, je passe sur 2011, 2017, même s'il y a des choses importantes dedans. Hein, le test, le décret de 2015 sur le SSN à l'époque. Voilà. Et puis là, il y a eu la conférence de consensus, et en 2022, là, on arrive à donc ce nouveau test qui est bien parce que ça fait une harmonisation. Voilà. Mais il y a une phrase très choquante, je dirais, dans cette circulaire, et qui fait que vraiment c'est compliqué pour nous. Je vous la lis parce que c'est les profs peuvent solliciter avec les partenaires, donc associations sportives, structures municipales, etc., des projets qui visent la prise en charge des non-nageurs. Donc là, on voit clairement que directement l'institution dit, en fait, on se débarrasse des nageurs dont on sait plus quoi faire, on n'a pas les moyens, on le donne à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est vraiment caractéristique du désengagement. Et il y a aussi, et puis peut-être on viendra après sur les équipements sportifs en eux-mêmes, l'introduction en 2022 du bassin mobile qui ne permet même pas, vu la configuration, de faire de passer le test d'aisance aquatique. Même ça va pas. Donc voilà. Oui, alors donc justement, non, mais bon, on voit que les questions qui sont posées, c'est des questions beaucoup plus systémiques, hein, de conditions d'accès, etc. Bon, il y a d'autres exemples dans d'autres activités. Je pense à l'escalade, ou je pense à. Tout à l'heure, tu as évoqué le secteur équipement, donc. Il y a un gros travail qui est fait depuis des années maintenant sur les installations sportives, sur les équipements, et sur la question des piscines, par exemple. Donc, quel est un petit peu ce qui ressort, quelles sont les grandes lignes du travail qui a été fait, et qu'est-ce que tu peux en dire à tout le monde? Bon, alors d'abord, je crois qu'il y a eu plein de rapports, etc., qui disent et qui démontrent qu'il y a une énorme disparité et des inégalités selon les territoires. Et comme je dirais, malheureusement, c'est toujours les zones les moins favorisées qui sont moins bien loties. Donc je donne juste un exemple, hein, sur 14 il y a 14% de la surface totale des bassins qui est accessible seulement dans les zones où il y a le plus de population. Donc ça va pas, quoi. On voit bien qu'il y a vraiment des écarts très très importants. Il y a aussi, alors là, il y a aussi les Outre-mer, et je pense qu'on a une collègue après derrière qui pourra en parler, donc je vais pas développer parce que je vais la laisser faire, mais on voit bien que c'est toujours les publics les plus fragiles, ceux qui ont les moins bien, les moins bonnes conditions, qui sont lésés. Donc en gros, nous on dit, hein, c'est un constat partagé aussi par la FFN, c'est que il manque aujourd'hui 1000 piscines, et donc par exemple le SNEP il propose, lui, il faut construire 200 piscines nouvelles pendant 5 ans pour essayer de rattraper un petit peu ce qu'il faut, et qu'il faut les rénover, parce que là aussi il y a autre chose. Alors il y a aussi une autre tendance, c'est que avant il y avait un bassin de natation, alors souvent découvert aussi, hein, parce que ça, les bassins découverts aussi, c'est la calamité, parce qu'en fait on peut pas avoir la continuité d'apprentissage. Donc vraiment il faudrait qu'elle soit couverte, idéalement, pour que tout le monde ait le temps de venir apprendre à nager à l'école et en dehors, parce que il faut compter avec tout le monde. Il y a une grande tendance maintenant, c'est de faire des grandes piscines, des grands espaces aquatiques, etc., qui sont majoritairement pris en charge par des délégations de services publics qui, on l'a vu pendant le Covid, hein, c'est plus rentable, on le ferme. Et donc les premiers lésés, c'est les scolaires, quoi. Et cette tendance qui malheureusement, je viens du Salon des maires là, qui a tendance à revenir encore plus fort. Elle était en chute et elle remonte. C'est des prix d'entrée très élevés. C'est aussi un accès au scolaire plus limité, parce que il faut bien passer l'aquagym et tout ça avant les scolaires, quoi. Voilà. Merci.
Juste, je voudrais dire un mot parce que peut-être qu'on y reviendra parce qu'on reviendra sur les dispenses. On a fait des publications qui précisent un petit peu nous les propositions qu'on fait pour améliorer le tout sur tous les types d'équipements, mais particulièrement aussi pour la piscine, les vestiaires individuels, et c'est nécessaire pour nos élèves. Je le dis clairement parce qu'il y en a marre que nos gamins soient tous entassés, et il y a toutes les questions d'intimité, donc Claire parlera tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment, et nous on plaide vraiment pour ça. Merci. Merci bien Nathalie je crois que c'était très clair. Je précise pour ceux qui nous écoutent que comme on a fait une soirée déjà précédemment, donc il y a 2 ans sur le sujet, on n'a pas voulu refaire la même chose. Hein, c'est un complet. Donc j'invite tout le monde à aller voir la première et puis voir la seconde par la suite. Donc je me tourne vers Claire maintenant. Donc qui a participé et coordonné aussi le numéro contre-pied sur la natation. Il y a un sujet quand même qui est très présent dans la tête des enseignants d'éducation physique, c'est la question des dispenses. Je pense que tout le monde pense que globalement il y a beaucoup plus de dispenses, de dispenses, le terme n'est pas forcément le meilleur, mais ça parle à tout le monde dans l'imaginaire. Donc la question des dispenses, qu'en est-il réellement à travers ce que tu as pu un petit peu investiguer avec les collègues dans le cadre du numéro? Alors pour répondre juste à ta première question, effectivement, il y a bien plus de dispenses en natation qu'ailleurs, puisque le rapport du comité des sages pour la laïcité dont je vais reparler tout à l'heure estime qu'il y a 5% de certificats d'inaptitude dans le second degré, toutes disciplines confondues, et qu'il a constaté un taux d'absentéisme allant jusqu'à 18 à 35% en natation dans une classe de seconde. Donc c'est vrai que ça peut être, la natation est particulièrement concernée. Mais je voulais d'abord commencer par faire peut-être une mise au point sur les termes. Parce que moi-même, au départ, je confondais un peu tout. Un médecin via un certificat médical ne peut pas dispenser un élève. En fait, un médecin, il peut se prononcer sur une inaptitude partielle ou totale, et c'est l'enseignant derrière ensuite qui peut dispenser un élève d'assister au cours ou pas, ou lui proposer une autre tâche, ou adapter une activité. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir, mais en fait, le problème, c'est que les médecins délivrent souvent des certificats des inaptitudes partielles ou totales dans telle ou telle activité. Il peut pas courir, il peut pas aller à la piscine, mais sans explication. Ce qui fait que le prof est empêché en fait de trouver des solutions adaptées pour les élèves. Donc, on a une réalité en fait qui est différente de ce que la loi pourrait nous permettre. Donc, il y a certainement un travail à faire avec les médecins. J'y reviendrai après. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de certificats médicaux de complaisance. Une étude belge disait que 93% des médecins avaient déjà été sollicités pour en délivrer. L'enquête ne disait pas s'ils l'avaient donné, mais voilà, ils ont été sollicités. Et on a aussi des parents qui dispensent leur enfant, voire même des élèves qui se dispensent tout seuls en arrivant le matin en disant « Madame ou Monsieur, je peux pas aller à la piscine pour telle et telle raison ». Et ce qu'on a constaté dans la fabrique du contre-pied, c'est que les profs sont souvent démunis. Et c'est pour ça qu'on constate qu'il y a beaucoup de cycles de natation, beaucoup moins de cycles de natation en lycée et beaucoup moins de cycles de natation à partir de la 4e. Alors, bizarrement, il y a très peu d'études sur cette question-là. Moi, je me suis appuyée sur 2 recherches belges pour le contre-pied et aussi ce fameux rapport du Conseil des sages pour la laïcité qui, lui, s'était préoccupé des certificats de complaisance pour raisons religieuses. Alors, je balaye tout de suite la question des religieuses parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu de dispenses pour des questions religieuses, mais quand même, le rapport est assez intéressant sur les solutions qu'il préconise et sur les chiffres qu'il avance. Donc, dans les chiffres, je vous en ai déjà donné quelques-uns, mais d'une manière générale, le problème des dispenses se pose surtout à partir de la 5e, 4e, 3e, puis jusqu'au lycée. À tous les niveaux, il concerne plus les filles que les garçons. Évidemment, en particulier pour la natation à cause des règles, et les chiffres sont plus élevés en LP qu'en lycée professionnel, qu'en lycée général.
Voilà. Alors, du côté des raisons, tout le monde les connaît, mais ce qui est intéressant de les pointer, c'est pour montrer que elles sont tellement diverses, les raisons, que c'est pour ça que c'est pas si facile que ça de trouver des solutions. Il y a toutes les raisons médicales liées aux problèmes d'ORL, de tympan, d'allergie. Il y a le rapport à l'eau, qui est un milieu inconnu pour beaucoup d'élèves, et notamment des primo-arrivants ou des élèves qui ne partent jamais en vacances et qui connaissent ni la mer ni la piscine. Il y a un problème qui est lié à l'image du corps, qui a probablement des pressions beaucoup plus fortes que pour les enfants de ma génération, où on allait à la piscine et on s'en fichait pas mal de à quelle allure on avait. Et aujourd'hui, il y a les canons de la beauté, les canons de la publicité sont tels que les élèves, c'est des vrais dictates pour les élèves. Et ce qui fait dire que, voilà, tous les élèves aujourd'hui sont complexés, les garçons comme les filles. Voilà. Il y a, je reviens pas sur les conditions de travail, mais c'est vrai que 25 élèves dans une ligne d'eau, beaucoup d'élèves dans une ligne d'eau, c'est obligatoirement de la promiscuité. Être touché par quelqu'un qu'on n'a pas envie qu'il nous touche, voilà, il y a vraiment beaucoup de raisons, et aussi des petits désagréments qui font que les élèves aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de penser à se doucher, se rhabiller, ils sont fatigués après la piscine. Enfin, il y a tout un tas de rapports à l'effort et à, voilà. Les solutions, on essaye. J'allais te poser la question. Est-ce qu'il y a des pistes? Parce que oui, on a essayé de voir dans le contre-pied des solutions, et notamment j'ai interviewé une collègue qui s'appelle Véronique Vézien, qui mène un projet formidable dans un lycée professionnel de Caen, et donc je vous invite à le lire dans le numéro de la revue. Mais en gros, les solutions, c'est pas la sanction. Et c'est pas un contournement du problème, comme par exemple proposer des aspects ludiques de la natation. Ça, les collègues disent que ça marche pas. Par contre, améliorer les conditions de travail, on a vu, mais aussi proposer des projets qui finalisent le cycle de natation. Par exemple, Véronique Vézien, elle propose un projet de longe-côte. Et les élèves sont enthousiastes pour aller faire ce projet, et donc ensuite ont envie d'apprendre à nager. Mais on avait aussi publié l'opération Cousteau de Jérôme Guinaud, où il avait un projet de plongée sous-marine à la fin du cycle de natation, quelque chose qui donne vraiment envie aux élèves d'apprendre à nager. Ce que nous dit Véronique, mais qui se vérifie partout, c'est l'idée du dialogue avec les élèves. C'est que on peut pas embarquer les élèves si on discute pas avec eux, aussi bien de leur peur que de la façon de les impliquer dans la séance de natation sous forme de tutorat, et comment prendre en compte ce tutorat. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut à la fois préparer la séance pour les nageurs, les nageuses, et préparer la séance pour les élèves qui font du tutorat. Donc ça demande plus de boulot, évidemment, et pour des résultats toujours un peu incertains, parce qu'on n'est jamais bien sûr de réussir. Ce que Véronique propose aussi, et qui peut être discuté, c'est le fait d'arriver en peignoir au bord du bassin, ou de proposer des sorties aux élèves, ou de leur donner du temps en fin de séance pour se changer. Et puis, on peut rajouter aussi d'organiser des débats avec les élèves pour qu'ils discutent, du problème de rapport au corps aujourd'hui. Quand même, je finis sur un point qui me paraît intéressant, aussi bien du point de vue syndical que dans un établissement ou même dans une politique rectorale. C'est ce que préconise le rapport de Conseil des sages sur la laïcité, là, sur le rapport entre profs de PS et médecins. Et si on en croit la loi, si on suit ce rapport, on doit pouvoir trouver des solutions, notamment inviter les médecins à faire des dispenses ciblées qui favorisent une pratique adaptée. On voit que c'est pas si facile que ça, parce que l'Académie de Rennes a essayé et la personne qui en était responsable vient de démissionner, donc ça doit pas être si évident de faire ça. Et il faut organiser, le rapport préconise d'organiser des temps réguliers de concertation entre DAZEN et rectorat avec l'ordre des médecins. Ça se fait jamais. Or, ça devrait être possible. Et puis inviter les médecins scolaires à se rapprocher des médecins qui donnent des certificats de complaisance. Mais là, on a un gros problème de déliquescence de la médecine scolaire. Voilà. Merci. Donc,
Moi, j'invite les gens à lire ce rapport parce qu'il donne plein de solutions institutionnelles. C'est pas le SNEP qui les propose. Et en même temps, j'invite tous les militants du SNEP à se bagarrer pour que ça puisse se mettre en place. Merci pour toutes ces réflexions. Avant de redonner la parole une dernière fois pour 2 minutes maximum à Laurent par rapport à tout ce qu'il a pu entendre, et avant de... Je voulais juste dire que la séquence après sera donc une mise à l'honneur de nos camarades et collègues ultramarins, et que donc on va voir comment ça peut se passer quand on travaille en bord de mer et qu'on doit apprendre la natation à ses élèves. Donc je vous invite à rester avec nous. Donc Laurent, tu as un peu de réaction. Deux petits mots et deux réactions. Là, je partage ce que disait Claire sur le rapport. Hein. C'est un rapport donc est très intéressant sur les évitements en fait, hein, la problématique des évitements avec des préconisations suggérées par le Conseil des sages. Je rebondis sur les propos de Nathalie sur la circulaire de 2022. Moi, j'ai pas la même interprétation hein, de l'extrait que tu as cité. Pour moi, c'est une opportunité de pouvoir enfin travailler de manière plus indépendante avec les différents partenaires et notamment les partenaires du cycle 3 que sont les profs des écoles et les maîtres nageurs. On est quand même dans un fonctionnement très particulier entre le premier degré et le second degré, où nous, on est seul avec nos élèves dans un milieu aquatique ou sur un stade, peu importe. Le premier degré, eux, ont quand même la possibilité, on le sait tous, de se faire encadrer, de se faire accompagner par des intervenants agréés hein, par l'Éducation nationale. Donc, c'est un fonctionnement qui est quand même différent. Et dans ce texte de la circulaire 2022, on voit se dessiner, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça d'un point de vue professionnel, cette possibilité, donc, de travailler de concert avec le premier degré. Sur l'attestation de savoir nager scolaire, la préconisation, c'est une validation au cours du cycle 3, voire avant. Donc voilà, ce travail collaboratif, pour moi, est une opportunité d'un point de vue de l'écriture institutionnelle. Deuxième remarque, j'ai eu la chance le week-end dernier pour une intervention sur le savoir nager avec des collègues de l'AEPS, de faire cette intervention en pratique sur un bassin éphémère. Donc dans le 92, alors moi j'ai souhaité y aller parce que je connaissais pas la structure. Voilà. Alors bassin éphémère. Non, mais c'est pas bassin mobile, mais voilà, ça existe. J'ai découvert donc un bassin 4 lignes d'eau, 25 mètres, des couloirs de 2 mètres. Alors 1,40 m de profondeur, donc à Châtenay-Malabry. Hein, et donc voilà. Donc il y a des endroits où pourtant je connais bien les piscines où j'ai découvert donc voilà, il y a quelques événements qui se dessinent. Si je peux rebondir, ils ont été primés aujourd'hui au Salon des maires pour cette initiative. Mais ça, pour moi, c'est pas un bassin mobile. Non, mais ça reste un bassin. Mais c'est uniquement 6 mois. Malheureusement, je suis obligé de contraindre le temps et le débat pourra continuer ultérieurement. Puis bon, c'est pas voilà. Donc avant de passer la parole, j'y reviendrai à nos collègues ultramarins. Là, un petit break, là, le temps que chacun puisse disposer. Dans le contre-pied, il y a des interviews qui ont été faites de nageurs, de nageuses, etc. Et on en a une lecture agrémentée de certaines images. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui traitent de la natation. Donc, le support visuel sera celui-ci. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 3 minutes. Raphaël dit « Dans l'eau, ça va, tout est facile. Je suis délesté de mes maladresses. J'ai un plaisir à évoluer dans l'eau, c'est clair. Sur terre, on n'est jamais porté. Dans l'eau, je me sens porté. » Alexandre dit « L'effet de l'eau, la sensation de glisse, de flottement, traverser l'eau, me donne envie de nager. Même quand j'arrêterai ma carrière, cette idée de liberté me plaît. On est libre, on a la liberté de mouvement, pas de contraintes, pas de charge de poids. » Agnès dit « C'est l'eau que j'aime. J'aime être portée. C'est un sentiment de liberté que je n'ai pas sur terre. » Raphaël dit « Il y a des sensations profondes. Ça fait partie de notre sport. Il s'agit de sentir l'eau. C'est compliqué, indescriptible, mystérieux et en même temps c'est très agréable. C'est même jouissif. Ces sensations sont reliées à la vitesse, car il faut aller vite. On sent l'eau sur ses mains, ses avant-bras, on sent qu'on appuie très fort dessus, on sait qu'on va vite. Plus il y a de sensations, mieux c'est, mieux on se sent. Ça va avec bien-être.
On peut exécuter la technique correctement, mais ne pas avoir ses sensations. C'est très variable. Tom dit « Ce qui fait aussi la beauté de ce sport, on appelle ça le toucher d'eau. C'est le rapport du nageur à l'eau. On en parle souvent entre nous, c'est culturel. Dès que je mets la main dans l'eau, je sais si ma nage est bonne ou pas. » Tom dit « Les appuis varient tout le temps, en durée, en intensité, en distance. Je ne retrouve jamais les mêmes dans les entraînements, entre les entraînements. C'est ça qui m'obsède, c'est la recherche d'appui. Ce n'est pas monotone comme on pourrait le penser de l'extérieur. Les gestes se ressemblent, mais pas l'eau que je propulse. Ce n'est pas toujours la même, ça dépend de ce que je fais, de comment je le fais, sentir le geste, sentir l'attraction, sentir le corps qui traverse. Il est là, le geste juste. Vanessa dit « Quand on met la tête dans l'eau, il n'y a plus un bruit. On est confiné, on reprend nos mouvements, notre respiration, on est dans une bulle. » Alexandre dit « C'est une bascule. Dès qu'on touche l'eau, on sait qu'on entre, vraiment. Le temps s'arrête, oui, clairement. On passe de habillé à dans l'eau. On change de dimension, on change de monde. » Raphaël dit « Cette entrée dans l'eau est pleine de mystères. » Tom dit « Il y a 2 versions de moi-même, avant et après. » Bien. Donc, comme je l'ai dit, nous avons souhaité faire un clin d'œil à nos collègues ultramarins qui, très souvent d'ailleurs, quand on parle des activités, quelles qu'elles soient, les APSA, on parle de ce qui se passe ici en métropole et tout ça, et on oublie un petit peu. Et là, on s'est dit, c'est l'occasion de remettre ça à l'honneur. Alors, on va d'abord aller voir ce qui se passe à La Réunion. On a une petite vidéo de nos camarades du SNEP de La Réunion de La Réunion, pardon. Et ensuite, on aura un compte rendu de pratique donc de Céline Audio qui viendra nous parler de comment ça se passe en Guadeloupe. Et donc, on terminera avec cette séquence-là. Bonsoir, bienvenue à l'actu de l'éducation physique et sportive. C'est une actu un peu spéciale puisqu'on est en direct de l'île de la Réunion. Alors je suis avec les 3 co-S3 de l'île de la Réunion. Bonjour, puisque là nous on est quand même début d'après-midi. Bonjour à tous les 3. Et donc qu'est-ce qui va se passer pendant cette semaine de l'éducation physique et sportive sur l'île de la Réunion? Damien, donc l'un des co-S3. Donc alors, semaine de l'éducation physique et sportive, donc Bruno, ce qu'on a trouvé intéressant de faire, c'est que déjà on a eu une première mouture avec Sylvain Quérillon qui est venu, qui nous a fait un stage sur tout ce qui touche à la problématique des installations sportives. Et quand on regarde le contexte à La Réunion, c'est important. Et également, donc on a jugé aussi intéressant de te faire venir pour animer 2 stages. Alors un dans la région géographique sud, donc tu y es aujourd'hui. La suite des opérations va se dérouler dans l'est, dans un lycée, où en fait on va parler et discuter des problèmes, du moins des problématiques liées à tout ce qui est éducatif et des questions de métier. D'accord, merci. Alors sur l'actu de l'éducation physique et sportive, on essaye de voir quelles sont les questions principales qui se posent sur l'éducation physique et sportive. Alors, sur l'île de la Réunion, quel est le problème majeur que l'on rencontre actuellement? Alors actuellement, je mettrai en avant deux problèmes majeurs. Le premier, c'est dû à un calibrage insuffisant. On a fait, notre vivier de contractuels est déjà arrivé à terme. Donc on va devoir faire un recrutement pour que les élèves puissent avoir un professeur de PS face à eux. Et nous actuellement, nous sommes en période d'été austral, donc de grosse chaleur. Et nous avons encore ce gros souci d'installation où très peu d'établissements ont des installations couvertes. Ce que tu viens de dire, là, ça vient conforter l'enquête qu'on a pu réaliser, où on voit aujourd'hui qu'il y a un déficit et un manque d'enseignants d'éducation physique et sportive, des élèves qui sont donc à terme privés d'éducation physique et sportive. Est-ce que du point de vue des inégalités et de l'accès à la pratique sportive, sur l'île de la Réunion, on retrouve les grandes caractéristiques qu'on peut retrouver en métropole? En tout cas, oui, on les retrouve. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'école, de manière générale, ayant une mission de service public,
et ben ça permet finalement d'avoir une offre qui puisse être accessible à tous nos jeunes finalement. Et quand on regarde la spécificité de l'EPS, notamment tout ce qui touche au sport scolaire, vu le coût de la licence et vu l'offre de pratique proposée, c'est sûr que là, c'est vraiment une ouverture et ça permet finalement à nos jeunes de pouvoir s'épanouir dans les activités avec lesquelles ils ont le plus de sensibilité. Alors, moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Qu'est-ce que les collègues peuvent faire pour essayer, dans cette semaine de l'éducation physique et sportive, de pouvoir agir? Alors il faut bien prendre conscience que ce que disait Fabienne à l'instant, c'est qu'on va dépasser probablement les 100 contractuels d'ici la fin de l'année pour 800 profs. Donc clairement, c'est une catastrophe. Donc nous, évidemment, que ce soit pour les installations, que ce soit pour le sport scolaire, que ce soit pour le calibrage, nous invitons vivement les collègues à signer massivement la pétition en faveur des 4 heures d'EPS pour des installations, pour une EPS de qualité et un sport scolaire dynamique. Fabienne, Benoît et Damien, merci beaucoup. On va aller tout de suite à l'université, au STAPS, puisqu'on a aussi une intervention vis-à-vis des étudiants. Et puis bonne soirée sur la natation. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Céline d'avoir répondu à notre sollicitation pour venir nous parler un petit peu de ce qui se passe. Alors cette fois-ci sur la question de la natation, plus précisément en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous, dans un premier temps, nous faire un bilan, quoi. En gros, nous dire voilà qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez des chiffres sur les nageurs, non nageurs, où est-ce qu'on en est? Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous faire un petit état des lieux de la situation ici en Guadeloupe. Alors, d'abord, je vais pas revenir longtemps, mais un petit peu quand même sur l'enquête de Santé publique France, en illustrant particulièrement ce qui se passe dans les DOM, mais particulièrement Guadeloupe, Martinique. En Guadeloupe, sur 70%, enfin 69% de gens interrogés, 81% se déclarent, en Guadeloupe, 69% des gens interrogés se sont déclarés nageurs, contre 80% en métropole. Donc, voilà, c'est pour déjà poser un petit peu le terrain. Ensuite, sur ces 69% de nageurs, 66% seulement se disent capables de nager 50 mètres. Alors, c'est du déclaratif, on est bien d'accord, hein, on reviendra sur nous, le regard des profs de PS, les chiffres qu'on peut avoir sur le terrain. Et pour un petit peu donner une donnée sexuée, la capacité à nager des femmes interrogées est bien plus faible que celle des hommes, puisqu'en réalité, seulement 58,9% des femmes se déclarent sachant nager. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu ici en Guadeloupe sur cette question du savoir nager et plus globalement de l'accès aux activités de la natation et nautique, on va dire. Et pour finir, il y a un chiffre qui caractérise particulièrement donc la Guadeloupe, mais aussi Martinique et Guyane, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est le lien très fort qu'il y a entre le fait de ne pas travailler ou le fait plutôt de travailler et d'avoir la capacité à nager, de se sentir en capacité de nager. Voilà. Donc clairement, quand on sait les taux de chômage de nos départements, il y a un enjeu très fort sur cette question de l'accès au savoir nager et un peu plus globalement à l'activité natation. Voilà, ça c'était pour les chiffres. Alors ça c'est du déclaratif. Maintenant, sur ce qui est on va dire de retour chiffré précis de l'ARS, sur les noyades par exemple, on a 130 entre 2014 et 2020, on a eu 130 noyades d'enfants avec, pour pas dire de bêtises, non, 130 noyades d'enfants, oui, ont été recensées. En 2018, 51 noyades pour 13 décès. Et donc, en 2019, des chiffres en augmentation, puisque 87 noyades en 2019 pour 11 décès. Donc, il y a une vraie question, encore une fois, qui est traduite à travers ces chiffres.
Pour ce qui est, nous, de notre regard en tant qu'enseignant de PS, on a des difficultés à obtenir des vrais chiffres pour la simple et bonne raison. En réalité, quand certains enseignants ne valident pas le savoir nager, il s'avère que certains chefs, eux, le valident. Donc, en réalité, à travers l'institution, si on prend les chiffres de l'institution, c'est pas tout à fait la réalité du terrain. Donc, en fait, quand nous, au niveau du SNEP, on interroge les collègues, les chiffres je crois que c'est Claire tout à l'heure qui a donné, on se retrouve un peu dans ces chiffres-là, autour de 50% en réalité d'élèves ne validant pas l'attestation du savoir nager en 6e. Et nous, en seconde, puisque moi je travaille en lycée, on apprécie, dans les lycées, on est à peu près tous d'accord, autour de 30% d'élèves encore qui entrent en seconde et qui n'ont pas validé, qui selon nous, n'ont pas qui ne savent pas nager. Donc voilà, ça c'était quelques chiffres. Le constat de la conférence régionale du sport va un petit peu dans le même sens que celui que nous on fait au SNEP, à savoir vétusté des installations, manque d'installations et inégalité de répartition sur le territoire. Voilà, on peut dire qu'on a des établissements, on a quand même quelques collèges qui n'arrivent pas à proposer, à programmer la natation, donc ils ne peuvent pas faire de natation et donc pas valider le savoir nager. Et puis on a une des caractéristiques chez nous, c'est qu'on a quand même pas mal d'établissements qui n'ont pas accès aux piscines et donc qui font la natation en mer. Donc ça va être un petit peu l'objet de ma présentation, c'est de voir comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, et voilà le sens qu'on donne à notre pratique et quel sens les élèves peuvent donner à la pratique de la natation dans notre département. Voilà. Okay. Oui, merci. Oui, alors dans le numéro de contre-pied, il y a un compte rendu de pratique aussi sur l'apprentissage en mer avec un collègue de Corse qui Mais alors donc voilà, on essaye de s'imaginer comment toi donc tu enseignes, tu es en lycée, on mettra quelques images aussi pour visualiser un petit peu mieux. Mais concrètement, comment ça s'organise quand on a une classe et qu'on va en bord de mer et qu'on est là pour faire de la natation? Comment ça se passe? Et après, tu pourras nous dire éventuellement quels sont les objectifs que vous fixez, comment vous travaillez, quoi. Alors effectivement, moi je suis en lycée, donc je vais quand même resituer un petit peu le contexte parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la Guadeloupe ou pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, la Guadeloupe c'est 2 terres et moi je suis sur la grande terre, donc la zone calcaire relativement plate et donc on a la possibilité d'enseigner la natation en mer pour la simple et bonne raison qu'on est dans un lagon. Donc, on a une barrière de corail qui limite la houle. On a un clapot, on a du vent, on a du courant, mais on a, voilà, on n'a pas une pleine mer. Voilà, on n'est pas en pleine mer, on est dans un lagon avec des caractéristiques que vous pouvez voir un petit peu sur les images. On peut avoir de la clarté, mais on peut aussi avoir une eau trouble en fonction des conditions météo, évidemment. Nous, on a une organisation. On peut faire natation en mer parce que ce plan d'eau, il est gérable. On a une profondeur qui est limitée, mais progressive, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'eau au bord, mais en s'éloignant, on peut avoir davantage d'eau. On a la possibilité d'avoir un ponton, on va dire une plateforme qui a été posée et qui peut permettre de travailler l'immersion, l'entrée dans l'eau. Excusez-moi, il y a un petit peu de vent. Mais, et pour dire toute la zone de la Basse-Terre en Guadeloupe, c'est le volcan qui se jette dans la mer. Donc en réalité, eux, c'est complètement une situation. C'est impossible de travailler en mer parce qu'ils n'ont pas de lagon. Ils ont une mer qui descend
très rapidement. Et puis une clarté, le sable est noir, c'est pas du tout la même situation. Donc déjà, pour les établissements de la Basse-Terre, la solution de faire de la natation en mer, elle n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en Basse-Terre, dans la ville de Basse-Terre au sud de l'île, des établissements qui n'ont plus de piscine et donc qui ne font plus de natation. Voilà, ça c'était un petit peu pour expliquer. Alors concrètement, nous, on a nos séances peuvent s'organiser autour de différentes activités. On a 2 lignes d'eau, on va dire balisées par 2 bouées, qui peuvent être 2 bouées frites, autour desquelles les élèves peuvent nager. On a la possibilité d'aller faire de l'exploration, puisqu'on a le récif corallien. Donc, si vous voyez sur l'image, au fond, on voit cette barrière. En fait, c'est des digues, donc il y a une succession de digues. Et donc, en fait, on peut amener les élèves. Il y a peu de profondeur et on peut emmener les élèves faire de l'exploration sous-marine, en fait. En palme, masque, tuba. Donc, on essaye d'organiser. On a un lycée qui est tourné vraiment vers la mer. Et donc, on a essayé de mettre en place une cohérence de la seconde à la terminale pour l'EPS obligatoire. Et on a aussi l'option dans laquelle on a un fil rouge justement autour de la natation, puisque nos élèves de terminale d'option vont au BNSSA, alors pour ceux qui le souhaitent. Et qu'on a aussi la possibilité d'emmener nos élèves faire de la voile. Voilà. Donc, on a vraiment un établissement tourné vers les activités nautiques. Que si on arrive à faire ça aussi, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle un CIP, un centre d'innovation pédagogique, qui finance ces activités. Pour l'organisation de la natation en mer, pour respecter la réglementation, en fait, même si la mer est gratuite, l'activité n'est pas gratuite. Parce qu'en réalité, on est obligé de se rattacher à une structure. Donc, nous, on est rattaché à la base nautique de Sainte-Anne, qui nous fournit un MNS, qui nous fournit l'accès aux vestiaires et aux douches. Pourquoi je dis ça? C'est parce que sur Saint-Martin ou sur d'autres établissements qui n'ont pas d'autre solution que faire de la natation à mer et qui ne sont pas rattachés à une structure, se posent des problèmes de sécurité parce qu'en fait, t'as pas accès à l'oxygénothérapie, t'as pas accès aux vestiaires et t'as pas accès aux défibrillateurs, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est pour dire la difficulté quand même, c'est pas la panacée. La solution de la nage en mer, c'est pas pour tout le monde non plus. Voilà, c'est pas une solution réalisable partout. Je voulais aussi préciser que aux Antilles, il y a quand même un rapport à l'eau qui est compliqué du fait de l'histoire. Hein, comme je vais pas faire un dessin à tout le monde. La façon dont la population, les Africains sont arrivés aux Antilles, comme ils disent, à fond de cale, crée, on va dire, à instaurer un rapport compliqué à ce milieu. Voilà. Donc malgré qu'on soit entouré d'eau, malgré que 90% des communes soient en bord de mer, on a cette complexité à gérer dans nos cours. Je voudrais aussi pour replacer le contexte un petit peu, on dit oui, l'image de la carte postale des plages de Guadeloupe, c'est une chose, et donc la réalité du terrain est quand même tout autre, et que malgré cette carte postale un peu paradisiaque, on a quand même très peu d'enfants qui spontanément se tournent vers les activités dites nautiques cette fois, c'est-à-dire donc plus globalement tout ce qui est sur l'eau et sous l'eau. Donc on va les nommer, la natation sportive, le triathlon, le swimrun, la randonnée palmée, la monopalme, le sauvetage. Voilà, c'est des activités qui, à mon sens, prennent du sens ou pour lesquelles le savoir nager est utile pour permettre aux élèves de s'orienter vers ces activités-là, qui sont les activités accessibles en Guadeloupe. Pour la voile, le surf et la plongée, se pose la question évidemment du coût de ces activités. C'est des activités très présentes chez nous,
mais pas accessible à l'ensemble de nos élèves. Voilà un petit peu pour introduire sur le contexte. Alors en termes, tu as une question, Christian, ou tu veux que je Non, poursuive? il faudrait. On arrive bientôt au terme de notre soirée, donc si tu peux expliquer en quelques minutes voilà les contenus que vous enseignez, Voilà. et après on pourra clore la soirée là-dessus. Ok. Alors on est sur l'idée, c'est d'emmener les élèves vers une plus grande autonomie dans ce milieu en y appréhendant sa spécificité. Donc ça va être se familiariser avec les éléments. Donc pour les élèves les plus, on va dire les 30% qui arrivent et qui n'ont pas validé le savoir nager. Donc on va revenir sur tout ce qui concerne l'immersion. On travaille beaucoup sur le sous l'eau, l'apnée. Et les entrées dans l'eau. Progressivement, on va vers nager longtemps. Et nous, ce déplacement, on le rend plus aisé pour les élèves en utilisant les palmes. Voilà, ça c'est notre postulat de départ, c'est que pour permettre à nos élèves qui ont des niveaux hétérogènes d'aller vers du nager plus longtemps, on a un équipement, on équipe nos élèves de palmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on nage systématiquement avec les palmes. En fait, on utilise, on leur propose ce qu'on appelle des contrats de nage, avec, si je suis capable de nager 100 mètres avec palme, je vais faire 50 mètres sans palme. Si je suis capable de nager seulement 50 mètres avec palme, je vais faire 25 mètres sans palme. Et on propose un parcours qui serait triangulaire, c'est-à-dire dans lequel les élèves enchaînent la nage sans palme dans le sens du courant, puisqu'on a souvent du courant sur notre plage. Dans le sens du courant, ils descendent sans palme. Ensuite, ils reviennent vers le bord, plutôt dans sous l'eau, en apnée. Ils récupèrent leur palme et ils doivent repartir vers le point de départ qui est vers le courant, cette fois-ci en nage avec palme. Donc l'idée, c'est un contrat de nage qui peut aller en gros de 100 mètres, 150 jusqu'à 300 mètres. Et le milieu est aménagé et ce sont les élèves qui choisissent. Et ça, c'est, on va dire, l'objectif ultime. Donc, au cours de nos séances, les élèves les moins débrouillés sont sur, on va dire, l'exploration sous-marine d'abord. Les élèves qui sont déjà, qui ont le savoir nager, là, on rentre directement avec eux sur l'allongement de la distance grâce aux palmes, avec tout le travail de la propulsion par les bras. Des fois, on neutralise des palmes et on travaille aussi avec sur le placement de la respiration et le positionnement de la tête. Donc voilà, donc le postulat de départ, c'est on utilise des palmes et on va sur l'exploration. De l'exploration, on va vers l'allongement de la distance et après vers nos optionnaires, on est sur du sauvetage. Voilà un petit peu avec, on va dire, la construction progressive. On reprend un petit peu la construction du corps flottant vers le corps projectile, vers le corps propulseur. Voilà, en fonction du niveau de nos élèves. Voilà comment on travaille. Écoute, je te remercie vraiment, Céline, d'avoir été parmi nous. Je crois que ça donne une image assez claire. Enfin, moi, en tout cas, je me suis bien représenté les choses. Donc, merci de ce témoignage. Je remercie évidemment tous les invités, toutes les personnes qui étaient là, Laurent, Claire, etc. Et puis, je remercie les gens que vous ne voyez pas, l'équipe technique, Manu, Alain, Dom, qui font que cette émission peut exister aussi. Et je vous donne rendez-vous avec Bruno Cremonesi cette fois-ci, le 14 décembre sur la question des dispenses. Général, là, pas simplement spécifique à l'éducation, à la natation. Et donc, voilà, le 14, si cette émission vous a intéressé, évidemment, partagez ça autour de vous et à bientôt.
dire quoi EPS?